Cette histoire a commencé il y a déjà 2 ans. À l'époque, je suis tombé sur ce projet de Timur Dotov sur Internet. Voici une vision moderne du design de l'UAZ. Un UAZ venu du futur. À l'heure actuelle, le projet est pratiquement terminé et nous publions les épisodes au fur et à mesure du montage. Dans les épisodes précédents, nous avons acheté un véhicule d'honneur, commencé à le remettre en état, compris qu'il nous manquait des pièces, puis acheté un autre d'honneur, refait toute la suspension, les différentiels, les freins et réalisé un essieu arrière directionnel. C'est très amusant, regardez par vous-même. Après la première sortie sur le terrain, nous avons compris que notre moteur ne nous convenait pas, et il a été décidé de le remplacer, ce que nous avons fait dans l'épisode précédent. Mais après avoir remplacé le moteur, il reste des modifications connexes à effectuer, auxquelles nous allons nous attaquer. J'ai décidé de commencer par le radiateur. Premièrement, c'est la pièce la plus grande, et deuxièmement, beaucoup de choses dépendent de son emplacement. C'est pourquoi je vais commencer par lui. Et surtout, mon conseil principal maintenant, c'est que je vais recouvrir toutes ces alvéoles de carton de ce côté-ci et de l'autre, et ce n'est qu'ensuite que je vais l'essayer sur la voiture pour ne pas les tordre. Tout cela est très fragile, donc pour éviter de tout plier, il vaut mieux tout protéger tout de suite. Comme vous vous en souvenez, l'avant de l'UAZ est très étroit. Je ne sais pas comment Kolia a choisi ce radiateur, mais il s'intègre parfaitement ici, comme s'il venait d'usine. Il ne reste plus qu'à déterminer son emplacement et à imaginer une fixation, ce à quoi nous nous attelons justement. Au final, ce radiateur a été choisi uniquement en fonction de sa forme et de ses dimensions, le plus étroit et le plus long possible. De tels radiateurs étaient installés sur la Fiat Panda. C'est ainsi que nous l'avons commandé avec le ventilateur en kit. Ainsi, le radiateur a trouvé sa place et le ventilateur s'est également installé dessus. Même si j'ai commandé le ventilateur spécifiquement pour ce radiateur, il a quand même fallu l'ajuster un peu car il touchait le capot. Voici à quoi ressemblent les ailettes du radiateur. Ici, il y a un petit tuyau en caoutchouc pour éviter tout problème. Il reste encore un petit ajustement à faire, il sera soudé. Mais il a trouvé sa place et tient bien. Maintenant, l'agencement est clair. J'ai commandé des tuyaux supplémentaires. Hier, je me suis assis pour choisir les tuyaux de refroidissement, j'ai acheté des tuyaux pour la direction assistée, installé la pompe de direction assistée, remis en place le mètre-cylindre de frein et le mètre-cylindre d'embrayage, et il est devenu clair que les réservoirs ne rentrent pas. Maintenant, j'attends les tuyaux de refroidissement et je vais placer le vase d'expansion, très probablement ici, mais quand tout sera arrivé, je commencerai à couper. Ici, j'ai simplement posé ces tuyaux, je vais les couper pour que tout soit propre, soigné et que rien ne gêne nulle part. Ici, nous avons un vase d'expansion Volkswagen avec un bouchon adapté à notre moteur qui relâchera correctement la pression. Tous les tuyaux sont arrivés, je les ai déjà essayés ici. Tout convient, tout s'installe, tout me plaît. Je pensais qu'il y aurait ici un tuyau moulé, mais il est arrivé avec un T. Et finalement, cela nous a même été utile. Je l'ai tourné et le vase d'expansion s'installe ici encore mieux que ce que j'avais prévu. Bref, tout se raccorde au tuyau inférieur. C'est le tuyau pour l'hydrate, tout est parfait. Donc maintenant, je vais retirer le moteur pour enfin régler le carter et le tube d'aspiration d'huile. Je rappelle que nous avions légèrement incliné le moteur lors du positionnement dans l'épisode précédent. Cela a été fait afin que la partie inférieure dépasse le moins possible, car cela nuit à la garde au sol et, par conséquent, lors d'un passage en tout terrain dans un ravin, c'est le point le plus bas qui touchera en premier et plus ce point est haut, meilleure est la capacité de franchissement. Un moteur qui pend trop bas gâche aussi beaucoup l'apparence et nous essayons de nous rapprocher au maximum du rendu. Beaucoup se demandaient s'il était même possible de faire cela, c'est-à-dire d'incliner le moteur. Est-ce que cela ne va pas entraîner une usure inégale des pièces du moteur, etc. En réalité, tout va bien de ce côté-là. Certaines voitures sortirent déjà d'usine avec un moteur incliné de cette façon et n'étaient pratiquement pas modifiées, à l'exception du carter d'huile et du tube d'aspiration d'huile. Voici le carter que j'ai retiré de notre voiture. Il a cette forme-là. Et ce carter-ci, nous l'avons acheté pour une voiture dont le carter, ou plutôt le moteur, est incliné comme le nôtre, dans la même direction. Je vais essayer de l'installer maintenant, mais visuellement, on dirait que ça va nous sauver. Mais pour ce carter, il nous faut changer ce champignon de crépine d'aspiration d'huile. J'en ai déjà trouvé un, je crois aussi d'une Passat, il est plus long et va directement dans cet endroit, le point le plus bas. Voici à quoi ressemble le nouveau collecteur d'huile. Enfin, il est d'occasion, mais je l'ai nettoyé, il a l'air neuf. Et voici sa différence avec notre ancien.
Il est beaucoup plus long et atteindra déjà le fond du carter à l'endroit dont nous avons besoin. J'ai essayé le carter sur la voiture et en principe, tout me convient, la façon dont il est positionné. Le collecteur d'huile, du coup, sera, comment vous montrer ça, juste à ce point, au point le plus bas. Les gars, pendant que le moteur est démonté et que toutes les pièces arrivent, j'ai le temps de finir ce que j'avais mis de côté lors de l'installation du réducteur. J'ai percé un trou et ce support, il est maintenant fixé par des points de soudure et il est positionné exactement comme il faut. Donc, il ne me reste plus qu'à le fixer avec des boulons à l'avenir. Pour cela, j'ai tout percé ici et fait des pointes de soudure. Mais le problème, c'est que si on fait simplement passer un boulon de l'autre côté et qu'il dépasse ici, avec un écrou, alors la biellette de direction va buter contre ces écrous. Ah, et un autre point qui complique les choses, c'est que je ne voulais pas vraiment serrer le longeron trop fort. Je voulais justement mettre des entretoises à l'intérieur et je n'ai pu résoudre ce problème que de cette façon. J'ai eu l'idée d'acheter 2 écrous allongés, de les souder solidement ensemble, puis de les usiner précisément autour pour obtenir cette pièce unique et fonctionnelle. C'est-à-dire qu'en les ramenant à un certain diamètre, j'obtiens une entretoise et un filetage. Oui, on ne peut pas se passer de telles modifications, car tous nos projets sont de l'improvisation, et il est pratiquement impossible d'acheter un kit de fixation prêt à l'emploi. Mais il est toujours possible d'utiliser un peu d'ingéniosité, d'y ajouter des mains habiles, et la plupart des problèmes se résolvent ainsi. Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornements pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Voilà à quoi ça ressemble, les amis. Voici ces 3 trous, il y a un filetage à l'intérieur. Ici, j'ai meulé à ras et lors de la soudure, j'ai fait un trou un peu plus grand. Et sur la bague elle-même, j'ai fait un chanfrein. Donc la soudure est bien là, il n'y a pas de souci à se faire à ce sujet. Et au cas où, là où l'esthétique n'est pas nécessaire, je n'ai pas complètement meulé la soudure. Presque tout est prêt pour le démarrage du moteur. J'ai tiré ici 3 fils, un pour le démarreur, un pour l'électrovanne de la pompe à carburant, et je pense qu'on peut déjà essayer de le démarrer. J'ai amorcé le carburant avec la poire. Je pense qu'il va démarrer sans aucun problème. Le processus de montage, démontage, installation et retrait des éléments sous le capot, nous l'avons déjà montré maintes fois et nous n'allons pas vous faire perdre votre temps. Kolia a tout assemblé avec soin, voici leur hache. Le moteur démarre sans problème particulier, donc nous continuons l'agencement de l'espace sous le capot. Si de ce côté tout est en grande partie résolu, chaque chose a trouvé sa place et tout est bien organisé. Rien ne gêne nulle part. La seule chose, c'est qu'il faudra quand même installer un filtre à huile de plus petite taille, mais de ce côté, il nous reste encore pas mal de tâches importantes et complexes à accomplir, car je veux quand même ajouter ici un autre support moteur parce que actuellement, il ne tient que sur la plaque d'adaptation et sur les supports de la boîte de vitesse, ceux du dessus. Il faut également organiser l'échappement, le faire passer correctement et avec précision. Et en plus, ici à l'avant, il doit aussi sortir le câble positif du treuil, ce qui est absolument essentiel et crucial pour le fonctionnement. Voilà. Bon, puisque j'ai mentionné le treuil, commençons par lui. Voici le treuil, nous l'avons commandé chez les gars de 4x4 SPB Pointeru. Ils nous ont conseillé
Notre exigence, enfin plutôt notre souhait, était que le câble soit synthétique, en Kevlar, il me semble. Pour être honnête, je ne m'y connais pas trop, parce que le treuil sera installé à l'arrière du véhicule, et on pourra treuiller des deux côtés, ce qui est très pratique. Voilà, en principe, cette position ici me convient parfaitement. Elle sera installée, bien sûr, plus loin sur l'empattement, pour une meilleure stabilité. Il faut juste découper ici, retirer un morceau dans le longeron. Mais le problème, c'est que dans cette position, le câble sort par le haut, et cela ne nous convient pas. Il faut qu'il s'enroule par le bas. Donc l'idée maintenant est de la sortir, simplement la fixer à la table, dérouler complètement le câble, le dérouler entièrement et l'enrouler dans ce même sens. Oui, je comprends que pour l'instant, ce n'est pas très clair. En fait, ici aussi, on a décidé de se compliquer la vie et de faire en sorte qu'un seul treuil puisse être utilisé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Mais pour cela, il va falloir vraiment se creuser la tête pour l'installation. Et avec ce type d'installation, l'emplacement d'origine du câble ne convient pas. Un peu plus tard, tout deviendra clair visuellement. Encore un peu de patience. Voilà, je l'ai donc complètement déroulé puis rembobiné. Sauf que cette fois, j'ai placé le câble vers le haut, et non vers le bas comme il était avant. Autrement dit, maintenant, dans la position qui nous convient, le câble sort ici par le bas, et rien ne gêne quoi que ce soit. Et une fois que la position du câble nous convient, le treuil est prêt pour notre projet et son installation. C'est justement à cela que s'est attelé Kolya. C'est cette position que j'ai obtenue. J'ai découpé ici tout ce qui était en trop dans le longeron, ici dans le longeron, enfin pas dans le longeron, dans notre tube. Et voilà comment elle est placée à l'arrière, elle ne gêne pas la lumière, elle est bien en place. En dessous, je vais devoir imaginer une fixation, il en faut vraiment une très solide. Voici à quoi ressemble la fixation du treuil une fois démonté. Du coup, le point d'appui principal, c'est le longeron 2, ici, le longeron, sur ce longeron, et ici, aux extrémités. Ici, il y a 5 trous qui sont également solidement fixés à la carrosserie du véhicule, assurant une stabilité optimale. Et sur la carrosserie, il y a aussi une grande plaque comme celle-ci, en tôle de 4 mm, ici, avec une nervure de fixation, également 5 points de fixation. Comme vous pouvez le voir, la marge de solidité est bien présente. Pour le moment, nous n'avons pas prévu de faire de l'off-road extrême, mais puisque nous avons la possibilité de nous fixer aussi fiable au châssis, nous allons l'utiliser. Et là, Kolya usine les mêmes plaques d'ancrage dont il parlait récemment. L'idée est la suivante. Voici à quoi ressemble la fixation une fois installée. Ici, ce sont les longerons. Ici aussi les longerons. Il ne reste plus qu'à tout fixer à la carrosserie. Je vais fixer tout ça à l'aide de ces douilles filetées, usinées à partir d'écrous allongés ordinaires. Ce sont 2 écrous soudés ensemble. Je les ai meulés jusqu'à un diamètre précis de 15 mm. Je perce un trou de 16 mm. Je les positionne avec soin et je les soude solidement. De cette façon, nous avons un filetage complet à l'intérieur et il n'y a ni boulon ni écrou au-dessus, tout est simplement fixé proprement et solidement par en dessous, reliant les 2 parois du longeron. C'est-à-dire que la charge sera entièrement répartie sur le longeron. J'ai tout préparé pour la soudure, tout nettoyé là-bas, j'ai appliqué de l'époxy et j'ai également recouvert cette plaque supérieure d'époxy, puis j'ai percé un trou. Maintenant, je soude tout ça par petits points. Et ici, je vais probablement encore faire quelques points de soudure supplémentaires à l'extérieur. Ici aussi, nous suivons le principe suivant. Si quelque chose peut être amélioré, renforcé ou perfectionné, nous le faisons sans hésiter. J'ai terminé l'installation du treuil et en fait, il est fixé chez nous sur 6 douilles traversantes à travers les longerons. Et ici aussi, il y aura une fixation. Cette plaque est soudée et le corps même du treuil se fixe ensuite par le dessous à cette plaque avec 5 boulons. Autrement dit, selon moi, nous avons plus qu'assez de points de fixation, avec une bonne marge de sécurité. Par la suite, il se pourrait qu'on organise quelque chose ici, il y a de la place libre, mais pour l'instant, il nous faut organiser les sorties des câbles.
Celui-ci ira vers l'arrière et nous utiliserons le treuil de cette façon. Il suffira de sortir le câble d'ici, de placer une poulie ici et de treuiller dans le sens inverse. Pour ce qui est du treuillage vers l'avant ou du baigement, drôle de mot, enfin bref. Ce câble ira vers l'avant, il faut que je l'organise ici, le faire passer vers l'avant, il passera par ce guide câble, il y en aura un installé à l'arrière comme celui-ci et un autre à l'avant. Entre les deux, un tube sera installé pour que le câble ne pende nulle part et ne touche rien. Mais ça, je vais vous le montrer un peu plus tard. Depuis le treuil à l'arrière jusqu'à l'avant, le câble passera dans un tube comme celui-ci. C'est un simple tube en PVC, probablement utilisé pour l'isolation. Le câble passera dans ce tube à travers tous les longerons. Au début, je voulais un tube en métal, mais après lecture, j'ai compris que ce n'était pas idéal pour un câble synthétique. Le métal l'abîme et avec le temps, le câble se détériore. C'est pourquoi j'ai opté pour ce tube en plastique d'un magasin de bricolage. Et à l'avant, un guide câble comme celui-ci sera installé. Les gars de l'usine nous l'ont aussi usiné, je vais l'ajuster ici et il sera installé à peu près ici. Je vais encore planifier tout cela. J'ai préparé un tel kit de fixation pour le guide câble à l'avant. Selon l'idée, il se trouvera très probablement ici. Ce point est le moindre mal. En fait, j'aimerais bien le placer plus droit, un peu plus haut, mais il y a beaucoup de facteurs qui nous empêchent de le faire. Là-bas, il y aura aussi l'échappement, notre gros tuyau principal, qui gênera. Et ici, il doit encore y avoir une autre paire de moteurs, donc il sera placé, à peu près comme ça. Oui, ce truc s'appelle un guide câble. Je pense que beaucoup l'entendent pour la première fois. Pour être honnête, j'ai moi-même dû chercher ce mot sur Google. Donc, un guide câble est un trou rond, ovale ou rectangulaire dans le pavois, le pont ou la coque, bordé d'un cadre moulé ou d'une tige métallique, servant à faire passer et à réduire l'usure de la chaîne d'encre, des amarres ou du câble de remorquage. D'après ce que j'ai compris, cet accessoire est le plus souvent utilisé précisément sur les navires. C'est de là que vient ce terme. Nous passerons d'encre, mais l'essence et la fonction restent à peu près les mêmes. Ensuite, viennent de longues heures d'ajustement, d'installation et de finition. Pour relier le treuil à la partie avant, c'est-à-dire pour faire passer le câble, nous allons utiliser ce tube, comme je l'ai dit, afin de le faire passer le plus haut possible et pour qu'il ne gêne nulle part à l'avenir. J'ai donc percé 3 trous dans les longerons. Pour éviter de laisser des courants d'air ici, j'ai fabriqué ces petites bagues entretoises que nous allons souder comme ceci. Et c'est à l'intérieur de celle-ci que passera le tube. Il sera fixé à l'arrière, maintenu par le crochet arrière, et à l'avant par le crochet avant. Je pense que notre idée est maintenant clairement visible et il ne reste plus qu'à installer les bagues, bien tout souder et poser la ligne principale du câble. Nous avons commandé ce treuil dans la boutique 4x4spb.ru et, pour aller un peu plus loin, je dirais que ce n'est pas le seul article que nous avons commandé. Nous en parlerons dans les prochains épisodes. Mais si vous allez sur la page de leur boutique, je pense que vous pouvez deviner ce qui a également été acheté pour l'UAZ. Bien sûr, je laisserai le lien dans la description. Comme l'a dit Kolia, un câble synthétique est installé ici, et le bloc de commande et le mécanisme bénéficient d'une protection contre l'humidité IP66. Elle se commande par télécommande radio, et la force de traction dépasse 6 tonnes pour un poids de 24 kg. C'est une bonne chose que nous ayons renforcé la carrosserie, car elle a assez de puissance. Dans les prochains épisodes, il y aura des sorties sur le terrain, et vous pourrez le constater. Un grand merci au magasin 4x4spb.ru pour leur aide lors du choix. Nous sommes satisfaits. Le treuil a trouvé sa place chez nous, j'ai même déjà commencé à le brancher, histoire de tout tester, même ici, sans sortir de l'atelier, juste pour s'accrocher à quelque chose et tirer un peu. En passant le câble à travers notre tube vers l'avant, j'ai remarqué que mes calculs étaient finalement incorrects, car dans l'une des positions d'enroulement du treuil, le câble risquait fort de toucher le soufflet du différentiel arrière. Et pour résoudre ce problème, j'ai acheté ces petits galets. Bien sûr, ils ne vont pas s'installer ici comme ça, ils ne conviennent pas, il n'y a pas de place pour eux. C'est pourquoi, très probablement, je vais les modifier un peu maintenant et les installer, afin que le câble repose sur le galet inférieur et soit ainsi légèrement surélevé. Et là, on en revient encore à ce que je disais. Tous nos projets, c'est de l'improvisation.
On aurait pu croire qu'il était possible de trouver une solution toute faite, mais au final, il a encore fallu tout refaire, et pas qu'une fois. Mais la tâche est accomplie, et ça ressemble à peu près à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les amis, mais voilà à quoi ça ressemble chez moi, vu d'en dessous. Ça s'est installé sur les 2 boulons d'origine du treuil, donc avec un minimum de modifications. Voilà, et le câble passe par-dessus, il s'appuie dessus. Voici ce petit rouleau tambour, et voilà, le câble passe dessus, et quand il est tendu ici, il est vraiment très haut par rapport au cache-poussière. La théorie s'est donc confirmée, et maintenant, on va tout vérifier en pratique. La dernière pièce pour le treuil est arrivée, c'est le moufle. Grâce à lui, on pourra treuiller en marche arrière. On déroule le treuil avec précaution et on sort la boucle de ce côté en la manipulant délicatement. Comme ceci, on la positionne avec soin et on la tire ensuite fermement vers l'arrière pour la mettre en place correctement. Voilà, c'est bon, c'est suffisant. On prend notre moufle. On le fait passer comme ça. Et on le fixe. Voilà, la voiture est treuillée en marche arrière. Le treuillage se fait 2 fois plus lentement, mais la force est doublée grâce au moufle, ce qui est très efficace. Tout est parfait. Il est évident que dans les commentaires, on nous dira qu'il ne faut pas se tenir près du câble. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ici, nous faisons des tests très légers et pour ce câble, ce n'est même pas un test. Nous avons terminé l'installation du treuil. Voilà, il est en place, il fonctionne, il tire vers l'avant, il tire vers l'arrière. Tout est parfait. Nous manquons un peu d'équipement pour tout cela. Il nous faudrait encore différents types de poulies, mais ce n'est pas grave, cela s'achètera avec le temps. Faisons un tour d'ensemble de ce treuil. Pourquoi est-il installé ainsi? Pourquoi est-il installé ici? Et pourquoi fonctionne-t-il de cette manière chez nous? Le lieu d'installation, à l'arrière, du côté arrière du véhicule. Nous avons choisi cet emplacement pour une raison très simple et principale. À l'avant, nous n'avons tout simplement pas de place pour l'installer. La deuxième raison, qui pour nous est un grand avantage, c'est la répartition du poids. À l'avant, nous avons un moteur lourd, la boîte de vitesse, tout est lourd et tout est placé devant l'essieu du véhicule. C'est pourquoi le treuil à l'arrière compense fortement le fait que tout le poids soit à l'avant. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que nous ne voulions pas voler de l'espace à l'intérieur de l'habitacle. L'espace est limité chez nous, il y en a très peu à l'intérieur, donc nous ne voulions pas en perdre davantage. Beaucoup, probablement ceux qui sont plus expérimentés et qui utilisent des treuils régulièrement, vont nous signaler certaines erreurs, mais nous n'allons pas utiliser le treuil à des fins sportives. Nous n'allons pas l'utiliser 10 fois par heure comme le font les gens en compétition. Pour nous, c'est un outil purement auxiliaire, juste au cas où, une main secourable et bienveillante, toujours prête à aider. L'étape suivante consiste à s'occuper du système d'échappement, car nous avons terminé la ligne du treuil qu'on ne peut pas vraiment déplacer, contrairement à l'échappement. C'est précisément pour cela que nous procédons dans cet ordre. Voici à quoi ressemble l'échappement assemblé. Il y a une partie rigide, fixée au moteur. Ensuite vient un raccord, une gaine flexible, un autre raccord et enfin le silencieux lui-même. Nous n'avons rien compliqué, tout est réduit au minimum. L'échappement sort devant la roue. Au début, nous voulions le faire sortir à l'arrière du véhicule, mais pour plusieurs raisons, nous avons abandonné cette idée. Nous verrons comment se comportera l'échappement placé devant la roue. Ici, nous avons le tube collecteur qui part, et de ce côté, il sera fixé rigidement au bloc. Juste derrière le support moteur, nous avons un raccord à bride, puis vient la gaine flexible. C'est-à-dire que cette partie reste immobile pour qu'il n'y ait rien qui touche ici, et la partie suivante sera déjà sur des supports. Il ne reste plus qu'à bien tout souder et à le remettre en place maintenant.
Mais avant de fixer définitivement l'échappement, je vais faire un test comparatif avant et après. Voilà comment la voiture sonne avant l'installation. J'ai terminé la soudure, le cordon et l'installation de l'échappement. Un détail est tout de même apparu, il ne s'installe pas si facilement. La seule chose qu'il faut démonter, c'est la fixation du cylindre récepteur d'embrayage. Pour le reste, il n'y a absolument aucun problème. Tout s'est parfaitement mis en place. Et maintenant, laissez-moi démarrer la voiture pour que l'on entende comment ça sonne avec le nouvel échappement. Ce qui est très important et que nous allons le découvrir ensemble. Il semble que le son n'est pas devenu beaucoup plus silencieux, mais c'est surtout le collecteur d'admission qui fait du bruit, un bruit notable et persistant. Quand le moteur consomme de l'air, il produit ses propres sons, c'est pourquoi quand je couvre ici avec la main, ça devient plus silencieux. Donc, quand le système d'admission avec le filtre sera installé, ce sera beaucoup plus silencieux. Sinon, l'échappement est en place, rien ne touche, tout est parfait, il ne reste plus qu'à le démonter, améliorer les soudures et le peindre avec une peinture thermique noire. Le problème suivant. Lorsque nous avons acheté la voiture, le moteur n'était fixé que par la cloche de la boîte de vitesse. Il n'avait pas d'autre support. Il me semble du moins que c'est étrange que tout le moteur soit simplement suspendu à la boîte, au niveau de la bride de la boîte de vitesse. C'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter ici un support supplémentaire. De l'autre côté, on ne peut pas en ajouter, il n'y a vraiment pas de place, mais de ce côté, il y a un bon trou sur le bloc où l'on peut fixer correctement un support moteur. Je vais le laisser à peu près dans cette position. Je vais fabriquer une fixation en dessous pour lui, à partir du support du bloc, et ainsi, le moteur sera également suspendu à l'avant. Il ne sera plus seulement suspendu à la bride de la boîte de vitesse, je pense que ce ne sera certainement pas superflu. J'ai assemblé le support moteur. Je n'ai pas filmé là-bas, il y a très peu de place, c'est étroit, on ne voit rien. Donc ceci va au moteur et ceci descend vers notre faux berceau improvisé. Maintenant, je vais soulever un peu le moteur avec le cric, juste un peu, pour enlever la charge des supports arrière. Des supports, et déjà sur place, je fixerai par point la fixation inférieure à notre faux berceau. Et c'est tout, ensuite je redescendrai. Ce support absorbera aussi une partie de la charge du moteur, c'est un nouvel élément du puzzle. Ici, on voit parfaitement la logique d'une telle séquence, puisque la fixation du support est conçue de façon à ne pas gêner le tube en plastique dans lequel passe le câble. Si nous avions d'abord installé cette fixation, puis commencé à poser le câble principal, il est fort probable que nous aurions buté contre la fixation ou l'échappement. Et une autre modification pour aujourd'hui. Remarquez à quel point le passage de roue se déforme lors de la rotation du volant. Nous nous attendions à cela et avions déjà prévu une solution à l'avance. Il ne restait plus qu'à la mettre en œuvre, ce à quoi Colia s'est attelé. Quand nous avons essayé de tourner le volant, on a clairement vu et entendu, il y a même eu un déclic, ça a sauté chez nous. C'est cette petite soudure ici. Il y en a une en bas, et on voyait aussi que tout ce garde-boue bougeait énormément, et la boîte de direction aussi bougeait beaucoup ici. Elle bouge comme ça quand je tourne le volant de gauche à droite. Pour m'en débarrasser, j'ai alors fabriqué cette plaque de renfort. C'est-à-dire qu'en plus du grand support principal du réducteur, qui est déjà solidement ancré ici, il y a une deuxième plaque de renfort additionnelle. L'idée fondamentale de ce support était de le relier fermement ici, de le souder de manière permanente, et en plus d'attacher ce garde-boue, ou cette protection latérale, disons, de façon sécurisée à notre châssis. Et maintenant, pour vérifier ma théorie, j'ai soudé ici, j'ai relié le garde-boue au châssis ici, et j'ai soudé un peu plus solidement ici. J'ai mis plus de points de soudure parce que c'est peu pratique à cet endroit. Quand je retirerai le réducteur, je pourrai bien souder. Tout va bien. Tout est parfait. Rien ne frotte nulle part. Rien ne touche nulle part. Même s'il y a ici un espace minimal, rien ne frotte. Et le réducteur ne force plus autant qu'avant. Quand j'aurai fini de tout souder, ce sera encore mieux. Et même maintenant, en principe, il ne bouge plus du tout, il ne change pas de position. Et la pompe de direction assistée ne couine plus, comme elle le faisait dans tous nos épisodes précédents. La direction était l'une des dernières choses à faire.
C'était l'un des éléments qu'il nous fallait installer ou améliorer à cette étape. À ce stade de la modélisation de notre carrosserie, désormais tout ce que j'avais prévu est installé dans la voiture. En bref, tous les systèmes nécessaires au bon fonctionnement de la voiture, qui devaient être installés selon moi avant de commencer à travailler sur l'apparence extérieure, sont en place. C'est pourquoi, maintenant, nous démontons à nouveau tout cela, nous lavons, nettoyons, peignons et nous soudons la carrosserie. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est un tas de travail inintéressant, monotone et fastidieux, mais qu'il faut quand même faire. Mais avant de tout démonter définitivement, il faut bien sûr faire un essai. Je l'ai démarré et j'ai voulu faire un tour, mais par quel miracle, nous avons eu des problèmes avec l'embrayage de façon inattendue. D'abord, il est très dur, ensuite il est très brusque, c'est-à-dire que je relâche un peu, la voiture sursaute tout de suite, essaie de démarrer. Ce n'est vraiment pas confortable. Et il y a un bruit qui est apparu du côté de l'embrayage. Je pense tout le temps que c'est probablement parce que je n'ai pas installé cette bague qui centre la butée d'embrayage. J'ai décidé de ne pas l'enfoncer ni la presser dans la boîte de vitesse temporaire. C'est peut-être à cause de ça. Bon, je voulais faire un tour, mais apparemment, ça ne va déjà plus être possible. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe et que le prochain ensemble, nous l'assemblerons déjà au sol. C'est pourquoi il faut démonter la voiture dans cet état d'urgence.